Pouvez-vous présenter Waga Energy? Énergie, c'est une société que nous avons fondée il y a une dizaine d'années avec Nicolas Paget et Guénel Prince, qui a pour objet de transformer les gaz spontanément émis par les sites de stockage de déchets en biométhane, qui est un substitut renouvelable du gaz naturel. Donc, avoir un double impact sur le changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de méthane et substituer une énergie fossile par une énergie renouvelable. Et on fait cela à partir d'une rupture technologique, la Wagabox, qui est une petite usine à gaz, en quelque sorte, et qui permet de faire cette transformation entre un gaz très pollué, une pollution, et un biométhane pur qu'on peut injecter dans les réseaux de gaz naturel. C'est un développement, enfin, c'est une entreprise qui a une visée mondiale, puisqu'il y a des sites de stockage de déchets partout dans le monde. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et on déploie donc cette rupture technologique à partir d'un modèle qu'on appelle de développeur, investisseur, exploitant. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes développer les projets, investir l'usine Wagabox que l'on construit, et on va ensuite exploiter cette usine sur une période longue, donc 10, 15, 20 ans, en fonction de la durée des contrats que nous sommes capables de signer. Où est implanté Waga Energy? Waga Energy est une société que nous avons créée à Grenoble. C'est le siège social, c'est là où il y a le gros des troupes, si je puis dire aujourd'hui. Mais 98% de notre marché est à l'international. Donc, comme toute énergie renouvelable, c'est une énergie locale. Et donc, on développe des filiales partout où nous souhaitons nous implanter, où on pense qu'il y a un potentiel de marché. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre pour l'Europe de l'Ouest, mais évidemment l'Amérique du Nord, Canada, USA. Rien qu'aux USA, c'est 2700 sites de stockage des déchets, et donc un marché potentiel considérable pour nous. Donc, on a une grosse filiale à Philadelphie et des bureaux dans plusieurs États avec des développeurs qui sont dans les territoires, donc en Californie pour l'Ouest, au Texas, en Floride et dans le Midwest. Waga Energy est né il y a 10 ans. Quelle était votre vision lors de sa création et comment a-t-elle évolué depuis? La vision initiale était exactement celle-là et elle n'a absolument pas évolué. On est vraiment dans la thèse de ce qui avait été rédigé à la création de Waga Energy, c'est-à-dire déployer cette technologie à laquelle on croit, qui est extrêmement positive à la fois pour le climat et la transition énergétique. Sur le modèle sur lequel là aussi on croit fortement parce que pour nous, il est le garant du succès des projets et donc de notre développement durable dans le temps. Mais il faut savoir que avant de créer Waga Energy, nous développions cette activité au sein d'Air Liquide, et ce depuis 2007. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même quasiment une dizaine d'années de pré-développement de l'activité biogaz avant de s'orienter sur ce marché de niche qui est le gaz issu des installations de stockage de déchets. Donc, nous connaissions la filière, les technologies, le marché, et nous avions une bonne idée du modèle que nous voulions utiliser pour déployer cette rupture technologique. Comment fonctionne la Wagabox? Comprendre qu'est-ce qu'apporte la Wagabox, il faut bien comprendre quel est le problème qu'on devait résoudre. Donc, l'humanité aujourd'hui stocke des milliards de tonnes de déchets. C'est-à-dire que l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets. C'est en forte croissance en raison de l'urbanisation et de l'augmentation de la population mondiale. Et l'essentiel de ces déchets vont dans ce qu'on appelle des sites de stockage des déchets, ce qui était appelé avant des décharges. La matière organique de nos déchets, de nos ordures ménagères, va spontanément se dégrader, naturellement, comme dans notre estomac, et produire un gaz qui est riche en méthane. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce méthane est un gaz qui est un gaz énergétique qui est exactement le constituant du gaz naturel qu'on utilise pour l'industrie, nos chaudières, nos cuisinières, etc. Le problème, c'est que ce gaz, il est produit avec tout un tas d'autres gaz. Et pour aller le capter, il faut aspirer à travers un réseau de captage et de collecte du gaz. Et donc, ce gaz est mélangé avec du dioxyde de carbone, du CO2, des gaz de l'air, donc de l'oxygène, de l'azote, et tout un tas d'impuretés. Et donc, réussir à extraire le méthane et uniquement le méthane, c'est là que c'est difficile et c'est ce que fait la Wagabox. Donc, il faut d'abord séparer les impuretés. Ça, on passe par des procédés d'absorption, je vais pas m'étendre. Ensuite, il faut séparer le CO2, le dioxyde de carbone. On fait ça à travers une technologie membranaire. Donc, c'est un peu comme le fonctionnement d'un filtre. On va filtrer les molécules, mais ce filtre ne permet pas de filtrer l'azote et l'oxygène. Donc, on va, après ces deux étapes, obtenir un gaz qui est un mélange de méthane, d'azote et d'oxygène. Et là, on va utiliser la
deuxième technologie de la Wagabox, donc membrane et distillation cryogénique. On va distiller ce mélange méthane, oxygène, azote. C'est la rupture technologique, ce couplage de membrane et de distillation cryogénique. Et cette distillation va nous permettre d'enlever l'azote et l'oxygène et d'obtenir un méthane pur que l'on peut injecter directement dans les réseaux de gaz naturel et donc substituer le gaz fossile. Cette technologie, c'est près de 20 ans de développement, 10 ans de développement entre l'idée et la première industrielle. Et à ma connaissance, on est les seuls aujourd'hui à savoir distiller ce mélange ternaire, oxygène, azote, méthane. Par rapport aux autres solutions de valorisation du biogaz, en quoi la Wagabox se différencie-t-elle en termes de performance et de rentabilité? Alors, quand vous entendez autre solution de valorisation du biogaz, je vais distinguer deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire du gaz issu des installations de stockage des déchets? Aujourd'hui, il faut savoir que 90% de ce gaz part aux petits oiseaux. C'est un des premiers facteurs, un des premiers contributeurs du changement climatique. Donc, c'est pour ça que nous sommes à ce point-là engagés et que toutes les équipes de Waga sont engagées. C'est qu'on sait qu'on a un impact très positif sur le climat en récupérant le gaz des installations de stockage de déchets. Qu'est-ce qu'on fait des autres 10%? La filière de valorisation privilégiée jusqu'alors, c'était la production d'électricité à partir de ce gaz. Mais ce gaz étant très pollué, la production d'électricité est assez peu efficace, assez peu rentable. On parle de 30% d'efficacité, quand la Wagabox va récupérer plus de 90% de l'énergie. Donc, on a un triplement de l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est pour la filière gaz issu des installations de stockage des déchets. Après, il y a d'autres filières de production de biométhane. Vous pouvez produire du biométhane à partir des boues de stations d'épuration. Vous pouvez produire du biométhane par méthanisation à partir des déchets agricoles, des déchets agro-industriels. Ces filières-là ont d'autres enjeux. Il faut construire un méthaniseur, développer un projet avec des agriculteurs, avec des agro-industriels, investir et exploiter le méthaniseur pour produire le biogaz et ensuite l'épurer et l'injecter dans les réseaux de gaz naturel. Ce gaz-là est un peu plus cher que le nôtre parce qu'il faut le produire. Il faut construire le méthaniseur pour, alors, encore une fois, traiter ces déchets, produire le gaz et produire un digestat qui va être un amendement agricole. Dans notre cas, on va aller valoriser un sous-produit de l'activité de traitement de déchets. Une installation de stockage des déchets n'est pas là pour produire du gaz. C'est un sous-produit de l'activité de traitement des déchets de nos intermédiaires. Donc, avec la Wagabox, on a un coût de production qui est quand même substantiellement plus faible que toutes les autres voies de production du biométhane. Vous vous développez rapidement à l'international, notamment en Amérique du Nord. Quelle différence constatez-vous entre les marchés français, européens et nord-américains? C'est des géographies qui sont effectivement assez différentes. Alors, il faut savoir qu'une installation de stockage de déchets va produire du gaz et ce gaz, il est à peu près le même qu'on soit en Espagne, en France, au Brésil ou aux États-Unis. Pas dans les mêmes quantités. Les installations de stockage de déchets aux États-Unis sont plus grosses parce que, alors, il y a plus de population. Par exemple, c'est 330 millions d'Américains contre 60 millions de Français. Et les Américains produisent plus de déchets avec plus d'organique. Et l'essentiel des déchets vont dans des sites de stockage. Donc, on a des décharges qui sont substantiellement plus grosses. La taille moyenne est par rapport à une petite Wagabox, enfin une Wagabox standard française, on va être là-bas sur une Wagabox qui sera 3 à 4 fois plus grosse en équivalent. Une différence très notable entre le marché français et le marché américain, c'est qu'en France, on a un opérateur de distribution du gaz qui est GRDF. Il y a des transporteurs et il y a quelques entreprises locales de distribution, mais on a quand même principalement GRDF qui gère 220 000 km de réseau de gaz. Et donc, on peut standardiser en quelque sorte et améliorer l'efficacité du déploiement du gaz renouvelable en France. Aux États-Unis, c'est plus de 300 opérateurs gaziers. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on a 20 projets en cours de construction, il faut imaginer que sur ces 20 projets, on travaille avec 20 opérateurs différents. Chaque projet injecte dans un réseau de gaz qui est exploité par un équivalent de GRDF qui est local, mais qui n'a, pour la plupart du temps, jamais vu de gaz renouvelable. Donc, on a beaucoup d'éducation à faire, d'accompagnement, pour expliquer pourquoi le gaz renouvelable est un pilier de la transition énergétique et qu'il est intéressant de le déployer. Donc, ce n'est pas un opérateur national, c'est une multitude d'opérateurs. Ensuite, les mécanismes de marché du gaz renouvelable sont un peu différents.
En France, on a eu par exemple des tarifs avec obligation d'achat qui ont permis de lancer la filière, qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Aux États-Unis, on est plutôt sur une logique de marché où il y a une obligation d'incorporer des carburants issus de biomasse qui va conduire à un prix de marché qui va être l'équilibre entre l'offre et la demande par rapport à ces obligations d'incorporation. Donc, il faut comprendre toutes les spécificités locales, bien que la solution soit générique, la Wagabox soit générique, en dehors de la taille que l'on adapte, chaque projet est unique et doit être adapté au territoire. L'un des principaux marqueurs de votre activité est le prix du gaz, qui est particulièrement volatile depuis 3 ans en raison du contexte géopolitique. Comment vous adaptez-vous à cette situation? C'est un bon point. Alors, il faut quand même distinguer le gaz fossile du gaz renouvelable. Le gaz fossile, effectivement, il y a eu un changement de géopolitique du gaz absolument majeur qui est intervenu depuis la guerre en Ukraine. Avant, nous avions, je schématise et je simplifie volontairement, 3 zones gazières. Les États-Unis, avec un gaz qui est vraiment pas cher depuis 2010, lié à l'avènement des gaz de schiste. L'Europe, qui avait du gaz pas très cher, en partie, les prix étaient en partie faits par le gaz arrivant par gazoduc de Russie, même si c'était une partie marginale, ça faisait le marché, le reste venant d'Algérie, de mer du Nord et par bateau. Et puis l'Asie, où le gaz était sensiblement plus cher parce qu'il était fait, entre autres, par le GNL, le gaz naturel liquéfié, importé par bateau. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, on n'a plus cet approvisionnement et donc finalement, les prix de marché se sont harmonisés entre l'Europe et l'Asie. Donc on est sur un prix qui est un peu plus élevé. Et là, on voit dans les externalités qu'il faut prendre en compte dans le coût de nos énergies, l'impact géopolitique sur nos coûts de défense, etc., au-delà de l'impact sur le climat et sur nos dépenses. Le gaz renouvelable, c'est une énergie locale. On connaît parfaitement le coût de production, et ce, pour 10, 15, 20, 30 ans. C'est une énergie renouvelable qui n'a aucun impact sur le climat. Donc, elle a des éléments de différenciation. Donc, on arrive à vendre le gaz renouvelable quand même à des prix un peu supérieurs au gaz fossile. Donc, il y a un lien avec le gaz fossile, mais il faut prendre avec un petit peu de discernement. Quand on veut absolument trouver une alternative au gaz fossile, quelles sont les solutions à disposition? Tout n'est pas électrifiable, on aura besoin d'hydrocarbone. Le biométhane le moins cher, c'est celui qui est produit par la Wagabox à partir des installations de stockage de déchets. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, mais c'est déjà un premier pas. Après, il y a le gaz de méthanisation, de stations d'épuration, donc méthanisation agricole, agro-industrielle, etc. La volatilité du prix du gaz, en fait, est presque un avantage pour nous parce que justement, ça valorise encore plus notre gaz renouvelable qui, lui, n'a aucune volatilité. On a une prévisibilité parfaite des coûts de production sur les 20 prochaines années. Donc, la crise déclenchée par la guerre en Ukraine a créé une crise énergétique et a montré le coût de nos dépendances et qui finalement démontre que les fondamentaux de Waga sont sains et sur le long terme, tout l'intérêt de développer le gaz renouvelable, qui est une énergie locale sur laquelle on peut s'appuyer. Comment mesurez-vous l'impact environnemental des unités Wagabox? C'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous comprenez que c'est un impact qui est très positif. On a fait le bilan carbone encore de nos activités. Quand on prend scope 1, scope 2, scope 3, on a aujourd'hui, donc on est à peu près 250 employés, une empreinte carbone de l'ordre de 15 000 tonnes de CO2 par an. À côté de ça, on économise en termes de substitution du gaz fossile par notre gaz renouvelable 140 000 tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire qu'on a 10 fois plus d'impact positif que notre impact négatif. Donc plus on développe l'activité et plus on fait du bien à la planète, au climat, etc. Pour faire ce bilan carbone, on a évidemment un comptage, un reporting très précis sur nos déplacements, sur l'impact de la construction de nos usines, du coût d'exploitation de nos usines, etc. Mais nos Wagabox consomment un petit peu d'énergie, mais très peu. En gros, on consomme 7-8% de l'énergie qu'on produit. Et c'est sous forme d'électricité. L'électricité en France est relativement peu carbonée.
On achète de l'électricité renouvelable pour l'essentiel de nos unités. Et donc, voilà, quand on met ça tout bout à bout, en fait, on a 10 fois plus d'impact positif que notre impact négatif. Quel est selon vous le potentiel du biométhane dans la transition énergétique? De mon point de vue, 100% de nos hydrocarbones à terme viendront de la biomasse. Parce que les énergies fossiles sont finies. Finies physiquement, j'entends, c'est un stock. Quand le réservoir est vide, pour le moment, on va à la station, on fait le plein. Le jour où les réservoirs seront vides, il n'y en aura plus. On ne pourra plus faire le plein. Donc, il faudra bien trouver des alternatives durables. Et cette alternative, ça vient de la biomasse, puisque c'est la génération durable d'hydrocarbone. Donc, le biométhane couvrira 100% de nos besoins en hydrocarbone demain. Quand est-ce que vous mettez demain? Le plus tôt possible. Ça serait bien, mais ça ne sera pas là, dans un mois ou dans un an. Ça va prendre un petit peu de temps. L'ADEME a estimé le potentiel du gaz renouvelable en France, et les potentiels se comptent en plusieurs centaines de térawattheures. C'est assez considérable, puisqu'on a une très grande surface de terre arable, et la France génère beaucoup de biomasse chaque année. Après, quand vous regardez les objectifs d'incorporation à relativement court terme, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis, en Europe, on parle de 2, 5, parfois 10%. Alors, le Danemark a un objectif de 100%, mais c'est un pays particulier. Mais voilà, vous voyez que aujourd'hui, on est déjà à quelques pourcents et qu'il faudra aller à 100%, et le plus tôt sera le mieux. Quels sont les projets de Waga Énergie pour 2025 et les prochaines années? En 2025, c'est vraiment continuer à construire la confiance et déployer la solution globalement dans les pays qu'on a ciblés, c'est-à-dire déployer la Wagabox, donc de signer des contrats, exécuter nos contrats, exploiter nos unités au mieux de leur performance pour montrer au marché, à nos clients, à nos financeurs que les Wagabox sont des excellents projets. Jusqu'à présent, c'est le cas. Il faut absolument qu'on continue notre excellence en termes d'exécution, continuer à lever des financements pour alimenter notre croissance et pouvoir se déployer dans de plus nombreux pays. On a ouvert le Brésil récemment. Il y a d'autres gros potentiels en Amérique du Sud, et puis peut-être demain l'Asie. Mais voilà, exécuter, être vraiment excellent dans l'exécution, continuer à lever des financements et puis évidemment atteindre nos objectifs financiers, puisque nous sommes une boîte qui est cotée. On a fait une introduction en bourse il y a 3 ans sur Euronext à Paris. Et donc, la confiance des marchés est absolument essentielle également pour assurer le bon développement de Waga dans le temps. Vous venez de fêter vos 10 ans. Quelles sont les perspectives de rentabilité et de croissance de Waga Énergie dans 10 ans? On a toujours essayé de croître le plus rapidement possible, parce que pourquoi on a créé Waga en sortant d'Air Liquide, c'était vraiment d'avoir un impact le plus important possible, un impact positif évidemment sur notre climat, pour essayer de préserver cet environnement très favorable qu'on a sur la planète Terre pour les générations futures et nos enfants. Donc, on souhaite continuer à croître le plus rapidement possible, mais sans exploser en vol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un accident financier ou industriel. Et donc, on est sur un rythme de croissance qui est très soutenu, qui demande beaucoup d'énergie. Et on va continuer à essayer de tenir ce rythme. On n'a jamais, encore une fois, levé autant d'argent que l'année dernière, jamais mis en service autant de machines que l'année dernière. Et ben, on va essayer de continuer à franchir les étapes les unes après les autres pour déployer la Wagabox mondialement. 50 Wagabox en exploitation bientôt, puisqu'on en a 30 aujourd'hui et pas en construction. 10 ans après la création, je ne sais pas, peut-être que je ne peux pas donner de chiffres parce qu'on est une société cotée, mais dans 10 ans, j'espère que les Wagabox compteront en plusieurs centaines et qu'on pourra compter notre impact sur les émissions de carbone et de CO2 évitées en millions de tonnes.